Londres, mai 1533. L'atmosphère de la ville est électrique. Les gardes serrent leurs pics si fort que leurs jointures blanchissent. Ils ne sont pas là pour assurer une ambiance festive, mais pour contenir la fureur de la foule. Lorsque le cortège d'Anne Boleyn apparaît dans les rues étroites, au lieu d'acclamations, un rugissement éclate, se muant en rires moqueurs et en sifflements étouffés. Pour les Londoniens ordinaires, elle est la putain du roi, une parvenue effrontée qui a ruiné le long mariage d'Henri VIII. Les femmes dévisagent sa robe française volumineuse avec un mépris non dissimulé. Et les enfants cherchent à repérer l'annulaire à ses mains, signe certain, croit-il, d'un lien avec les forces obscures. Mais Anne garde une dignité inébranlable. Elle ne baisse pas les yeux, comme insensible à la haine qui la poursuit. Les sifflets de la foule lui sont indifférents. En son sein bat celui qui rendra sa position inébranlable, le futur roi d'Angleterre. Astrologues et médecins parmi les plus éminents d'Europe le jurent à l'unanimité. C'est un garçon. Pour cet enfant à naître, Henri a tout misé. La couronne, la paix de ses sujets et même son âme décidant de rompre ouvertement avec Rome. Le monde entier retient son souffle, attendant le prince qui justifiera ce grand scandale. Pourtant, derrière les portes dorées du palais, le triomphe commence déjà à prendre une tournure douce amère. Tandis qu'Anne se prépare à son couronnement, Henri cherche secrètement du réconfort auprès d'autres femmes. Son charme légendaire cède de plus en plus la place à des accès de rage et l'annonce de son excommunication le pousse à chercher désespérément une issue. Il se sent piégé. Si Anne ne lui donne pas d'héritier, son sacrifice sera vain et politiquement suicidaire. Le 7 septembre arrive à Greenwich. L'heure de vérité a sonné. Tandis que des tonneaux de vin sont préparés pour les festivités publiques à Londres, un drame se joue dans les appartements royaux. Contractions violentes, odeur de cire et de sang séché, médecins qui espèrent un miracle. Puis, le premier cri du bébé retentit. Mais soudain, un silence glacial s'abat sur la pièce. Au lieu du prince tant attendu, la sage-femme tient dans ses bras une petite fille en bonne santé, mais totalement non désirée. À cet instant, le sort d'Anne Boleyn est scellé. La colère d'Henri sera terrible, et cet accouchement sera son premier pas vers l'échafaud. Malgré la déception du roi, l'église de Greenwich resplendissait d'or. Henri ne pouvait laisser transparaître sa faiblesse. Le baptême d'Élisabeth fut célébré avec une telle pompe, comme si la future souveraine d'un empire venait de naître. Une cape écarlate, des tapisseries brodées d'or et un épais parfum d'encens masquaient à peine l'odeur de fumée de charbon. Mais derrière cette splendeur, des nuages s'amoncelaient déjà. Tandis que l'évêque plongeait l'enfant dans l'eau bénite, des murmures de malédiction s'élevaient dans les coins. Deux moines invoquèrent ouvertement le châtiment divin sur la fillette, criant qu'elle avait été baptisée dans de l'eau chaude, mais pas assez chaude. La vie au palais Tudor était une cage dorée où le luxe côtoyait la saleté et une peur permanente. Tandis qu'une immense armée de domestiques veillait sur la princesse, la protégeant de la peste et des piqûres de puces, une lutte politique féroce se déroulait à l'abri des regards. La demi-sœur d'Élisabeth, Marie, fut déchue de son titre et réduite au rang de simple dame d'honneur au berceau du nourrisson. Cet événement engendra une haine féroce qui allait couver pendant des décennies. Marie traita furieusement sa sœur de gamine, et Anne Boleyn répliqua en exigeant une sévère correction pour sa belle-fille. Pour prouver la légitimité de sa fille au monde entier, Henri VIII eut recours à des mesures extrêmes. La petite Élisabeth fut déshabillée devant les ambassadeurs français afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes qu'elle était sans défaut et prête pour son futur mariage. Mais le temps jouait contre la reine. Chacune des grossesses d'Anne se solda par une tragédie. Lorsqu'au début de l'année 1536, elle perdit son enfant suivant, un garçon, Henri fut absolument convaincu d'avoir été trompé. Il crut qu'Anne l'avait ensorcelé et se mit en quête d'un prétexte pour se venger. Le chemin qui mena de la naissance triomphale de sa fille à l'échafaud dura moins de 3 ans. En mai de cette année-là, Anne Boleyn fut conduite à la Tour de Londres. La liste des accusations était monstrueuse. Trahison, inceste et complot contre le roi. Tandis que l'épée du bourreau attendait son heure, la petite Élisabeth fut officiellement déclarée illégitime. Du jour au lendemain, elle passa du statut d'espoir de l'Angleterre à celui de fille de traître. Ces jours où son monde s'écroula et où elle ne devint qu'un obstacle dans le jeu sanglant de son père, restèrent à jamais gravés dans la mémoire de la fillette de 2 ans. Tout bascula en un instant. D'abord, ce fut le triomphe. Henri VIII, vêtu de soie jaune éclatante, rayonnant de joie, souleva la petite Élisabeth dans ses bras. Il célébrait la mort de sa première épouse et présentait fièrement sa nouvelle héritière à la cour. La fillette entendait sa voix grave, sentait la force de ses bras puissants.
À cet instant, elle était le centre du monde. Mais ce n'était qu'une fragile façade derrière laquelle se cachait la catastrophe. Le décor bascula en scène sanglante avec une rapidité effrayante. La dernière rencontre avec sa mère devint une scène glaçante. Anne Boleyn, agenouillée sous les fenêtres du palais, serrait désespérément sa fille de 2 ans contre elle. Elle implorait sa pitié, et le roi, il fixait le vide, les ignorant toutes deux. À ses yeux, elle n'existait plus. Quelques heures plus tard, un coup de canon annonça la fermeture des portes de la tour. La mère d'Élisabeth n'était plus reine. Elle était une traîtresse accusée d'inceste et de sorcellerie. Et alors commença la destruction totale de son passé. Le nom d'Anne fut effacé de tout, des beaux draps, des tapisseries, de l'histoire même de l'Angleterre. La petite Élisabeth fut instantanément transformée en paria. L'espoir de la couronne d'hier n'était plus qu'une petite courtisane. À la cour, on murmurait avec venin qu'elle n'était pas du tout la fille du roi. Qui était le vrai père? Le noble Henry Norris? Ou peut-être le musicien Mark Smeaton qui avait avoué sous la torture une liaison avec la reine? Ses ennemis juraient que le visage et les manières de la jeune fille étaient le portrait craché de ce pauvre luthiste. Tandis que la noblesse se partageait le pouvoir et se délectait des ragots les plus sordides, Élisabeth, elle, se retrouvait dans un état de négligence effroyable. Oubliée dans le domaine glacial, elle était tout simplement oubliée. Sa gouvernante, Lady Bryan, écrivait des lettres désespérées à Londres. L'enfant n'avait ni robe, ni chapeau, et tous ses vêtements étaient devenus trop petits. La future grande souveraine n'avait même pas de sous-vêtements propres, ni de gants chauds. Pendant ce temps, ses propres domestiques braconnaient ouvertement des cerfs dans le parc, profitant du chaos ambiant. La petite fille s'était livrée à elle-même dans un monde où sa mère avait été exécutée et son père l'avait effacée de l'histoire. C'était le début d'un parcours qui, soit brise un être, soit forge la plus grande légende de l'histoire. Élisabeth grandit dans un monde où sa vie ne valait pas plus qu'une vieille robe. Tandis qu'Henri VIII attendait son fils tant désiré, sa fille, officiellement illégitime, disparut dans des domaines abandonnés parmi de modestes domestiques. Mais c'est là, loin du faste sanglant de la cour, que se forgea la personnalité de la plus grande légende. À ses côtés se trouvait Kate Ashley, une femme qui devint plus proche d'elle que sa propre mère. Kate ne se contenta pas de lui enseigner le latin. Elle lui enseigna l'art le plus important de l'époque, la maîtrise de soi absolue. À l'époque Tudor, l'enfance était courte et impitoyable. Dès le berceau, les petites filles étaient enchaînées à des corsets serrés et à de lourdes jupes qui les empêchaient presque de respirer. Les règles de bienséance étaient rappelées à l'ordre par la fessée. On croyait qu'il fallait littéralement chasser le diable d'un enfant à coups de bâton. Désobéissance, il fallait ramper à genoux dans les interminables galeries de pierre du palais jusqu'au sang. Même à table, chaque geste était une épreuve. Se gratter, se tenir voûté et surtout rire était interdit. Un rire bruyant était considéré comme un signe de stupidité, voire de dépravation spirituelle. Un enfant sage devait ressembler à un petit vieillard. Mais Élisabeth était une enfant d'une précocité effrayante. À 6 ans, elle acceptait des présents d'ambassadeurs et y répondait avec la sagesse d'une femme de 40 ans. Tandis que les autres enfants s'adonnaient au jeu, elle passait des heures à rédiger des lettres impeccables, à mémoriser des textes classiques et à broder avec acharnement jusqu'à en avoir mal aux doigts. Elle comprit très tôt que, dans le monde des Tudors, seuls les irréprochables et les utiles survivaient, et la vie autour d'elle changeait à une vitesse kaléidoscopique. D'abord vint sa belle-mère étrangère, Anne de Clèves, que son père rejeta avec dégoût presque aussitôt après le mariage. Puis, elle fut remplacée par la jeune et sensuelle Catherine Howard. Pour la petite princesse, c'était un défilé incessant de nouvelles reines à la place de sa mère exécutée. Élisabeth voyait son père couvrir sa nouvelle épouse de diamants et comprit qu'au palais, la faveur du monarque était aussi capricieuse que le vent. Elle apprit à se taire, à se faire discrète, mais en même temps, elle absorbait chaque mot et chaque regard intrigant. C'était l'éducation d'une lionne qui, tout en dissimulant encore ses griffes, se préparait déjà pour son grand et dangereux jeu. Catherine Howard était bien plus qu'une simple belle-mère pour Élisabeth. Elle était une proche parente. Mais dans le faste des Tudors, les liens du sang n'étaient pas une garantie de sécurité. Tandis qu'Henri comblait sa jeune épouse de diamants, la petite princesse entrevoyait la face cachée de ses paillettes. Elle voyageait sur le yacht royal, recevait en cadeau d'élégantes broches et des croix, mais même alors, elle comprit que la faveur du monarque n'était qu'une accalmie passagère avant la tempête. Lorsque Catherine fut accusée de trahison, ce fut un cauchemar de déjà-vu pour Élisabeth, 8 ans. La même tour, le même billot où sa mère avait jadis été exécutée. C'est durant ces jours
cacher de la colère de son père que la fillette confia son plus profond secret au jeune Robert Dudley. Elle prononça fermement les mots qui allaient changer le cours de l'histoire. « Je ne me marierai jamais ». Elle avait vu trop de sang versé pour croire aux contes de fées amoureux. Henri lui-même, quant à lui, n'était plus que l'ombre effrayante de sa gloire passée. Énorme, les jambes constamment douloureuses, il arpentait ses appartements, s'en prenant violemment à ses domestiques et à ses conseillers. Il engloutissait des montagnes de nourriture avec une telle avidité que son armure devait être reforgée presque chaque semaine. Ce géant imprévisible terrorisa tout le pays jusqu'à l'arrivée de sa 6e épouse, Catherine Parr. Elle ne se contenta pas de prendre la place de la reine. Elle transforma la cour en un bastion intellectuel. Sous sa tutelle, Élisabeth commença son éducation primaire. Tandis que ses camarades s'adonnaient à l'oisiveté, la princesse s'attaquait au latin et au grec avec une ardeur démesurée. À 11 ans, elle offrait déjà à sa belle-mère des livres qu'elle avait traduits et brodés elle-même. Les portraits de cette époque représentent une jeune fille rousse au regard froid, presque hautain. Ses doigts fins serrent un livre et derrière sa retenue apparente se cache une volonté d'acier. Elle apprit à maîtriser chacun de ses gestes, chacun de ses regards, chacune de ses émotions. Élisabeth Tudor n'était plus la jeune fille apeurée, oubliée dans un domaine abandonné. Elle devint une élève de la vie elle-même, et cette leçon la prépara à devenir une reine dont le nom résonnerait à travers les âges. Elle vit son père dépérir, les favoris changer, le destin des gens se jouer d'un simple geste. Chaque matin au château pouvait être le dernier, chaque déjeuner pouvait se terminer par une arrestation. Dans cette atmosphère de tension permanente, Élisabeth forgea son esprit. Elle comprit qu'être une femme dans un monde d'hommes signifiait être soit un pion, soit un acteur, et elle choisit la seconde option. Son éducation n'était pas qu'un simple effet de mode, c'était une arme. Elle maîtrisait l'histoire, la philosophie, la théologie et les langues mieux que nombre de ses conseillers. Elle a vu Henri, jadis un monarque puissant, sombrer dans la paranoïa, craignant même sa propre ombre. Elle a constaté comment la peur dominait les hommes et a compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force des armes, mais dans la capacité à contrôler les esprits. Lorsque Henri VIII rendit enfin l'âme, l'Angleterre se trouvait au bord d'une profonde mutation. Élisabeth, encore adolescente, possédait déjà ce qui manquait à beaucoup d'adultes, un calcul froid et une maîtrise de soi inflexible. Son enfance, marquée par la perte, la trahison et la solitude, forgea son caractère. Elle connaissait la valeur de l'amour, la valeur de la loyauté et surtout la valeur du pouvoir. Maintenant que son père avait disparu, un chemin semé d'embûches et d'opportunités s'ouvrait à elle. Des années de lutte, d'intrigues et d'épreuves l'attendaient, des épreuves qui feraient d'elle la plus grande reine de l'histoire d'Angleterre. Mais au fond d'elle, elle se souvenait toujours de cette pièce froide du manoir abandonné où elle avait appris à survivre. Elle se souvenait de l'odeur de l'encens, de la vue de l'échafaud et du silence qui suivit l'extinction des bougies. Elle était la fille d'Anne Boleyn et elle était prête à prouver au monde qu'elle ne se laisserait pas briser. L'histoire d'Élisabeth ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une princesse, mais celle d'une femme qui avait su transformer sa douleur en couronne et ses peurs en fondement d'un empire. Dès lors, chacun de ses pas, chacune de ses paroles, chacune de ses décisions fut dictée par la dure leçon apprise dès son enfance. Dans ce monde, soit on règne, soit on disparaît sans laisser de traces. Élisabeth choisit de régner. Et cette décision changea à jamais le destin d'une nation entière. Londres, janvier 1547. Dans des chambres étouffantes où l'air est saturé de parfums de médicaments, de décomposition et d'encens précieux, une ère s'achève. Henri VIII, le tyran qui a redessiné la carte de l'Europe et bouleversé le destin de millions d'êtres, rend son dernier souffle. Au-delà des murs du palais, l'Angleterre est figée dans une torpeur glaciale. On murmure qu'à la mort du roi, le ciel lui-même se fissurera. Et dans ce chaos, où chaque pas pourrait être le dernier, la jeune Élisabeth fait son premier pari dans un jeu où les perdants sont envoyés à l'échafaud. À 9 ans, Édouard VI se retrouve sur le trône. Garçon frêle et maladif, il est déjà, à 12 ans, contraint d'incarner le pouvoir. Son journal intime est d'un détachement effrayant. Il y raconte comment il a dû parcourir Londres pour convaincre le peuple qu'il n'était ni mort, ni remplacé. Mais tandis que le jeune monarque se plonge dans le latin et le grec, une véritable chasse à l'homme se met en place dans son dos. Les frères Seymour se retrouvent au cœur de ce nid de vipères. L'aîné, Édouard, s'empare du poste de Lord Protecteur, devenant de facto le maître du pays.
Mais le cadet, Thomas Seymour, homme au tempérament bien plus dangereux, ne se contente pas d'un statut de citoyen de seconde zone. Bel homme, aventurier, avide de pouvoir et de femme, il nourrit de grandes ambitions. Rejeté par les princesses, il commet un acte audacieux qui sème la terreur à la cour. Il épouse secrètement Catherine Parr, la veuve d'Henri. Moins de 2 mois après la mort du roi, leur demeure de Chelsea est déjà la proie des flammes qui manquent de peu d'engloutir la reine Élisabeth. La princesse de 15 ans vit sous le même toit que les jeunes mariés et Seymour commence son jeu de séduction. Il ne s'agit pas simplement de flirt, c'est une terreur psychologique déguisée en jeu. Il fait irruption dans sa chambre à l'aube, tire les rideaux et se glisse sous les couvertures avec elle. Un jour, une scène se déroule dans le jardin qui glace le sang des courtisans. Seymour dégaine un poignard et déchire la robe d'Élisabeth, tandis que la reine Catherine, comme paralysée, tient les mains de sa belle-fille. Qu'était-ce donc ? Un désir fou de séduire la princesse par le biais de son lit conjugal ou un calcul froid visant à la discréditer aux yeux du conseil? Des serviteurs murmurent que la princesse a perdu toute pudeur, qu'elle est amoureuse du mari de sa belle-mère. Élisabeth se retrouve au cœur d'une tempête. Chacun de ses gestes est scruté à la loupe. Elle apprend la règle d'or de la survie. Dans un monde où l'amour n'est qu'un instrument de trahison, votre pire ennemi est celui qui épie votre vie chaque matin. Thomas Seymour perd toute prudence. Furieux des rumeurs, il les alimente pourtant lui-même, sans se rendre compte que ses ambitions sont devenues trop évidentes. Il hurle sur tout le palais, exigeant le respect, mais son frère, le régent, commence déjà à le regarder d'un mauvais œil. Catherine Parr garde le silence longtemps, mais ce silence n'est pas de la soumission. C'est la prise de conscience du désastre. Elle voit son mari s'éloigner, la façon dont il regarde sa belle-fille, et cela la ronge chaque jour davantage. Le dénouement survient au printemps 1548. Catherine entre dans les appartements de son époux et le surprend enlaçant Élisabeth. La colère de la reine est terrible, mais elle ne s'abat pas sur son mari, mais sur la jeune fille. Élisabeth est envoyée en disgrâce à Chestnut. Dans le calme de la campagne, elle se plonge dans les livres. Son précepteur, Roger Ascham, est stupéfait. Cette jeune fille a l'esprit d'un homme d'État. Mais Élisabeth, elle, est tourmentée par le doute. Pendant ce temps, une tragédie se déroule dans son ancienne demeure. Catherine Parr est enceinte, espérant que l'enfant sauvera son mariage, mais la naissance scelle son destin. Une nuit de septembre 1548, la reine meurt dans d'atroces souffrances, accusant Seymour de l'avoir trahie et détruite. Dès que son corps se refroidit, Seymour commence à agir au grand jour. Il ne se lamente pas, il élabore des plans. Son but, épouser Élisabeth et perpétrer un coup d'État. Il se vante auprès de ses alliés que le conseil le craint. Il rassemble des loyalistes, recrute des paysans et achète leur loyauté avec de l'or obtenu frauduleusement à la monnaie. C'est comme s'il jouait aux échecs, où les pièces sont des canons et des hommes vivants. Il est confiant, la couronne est déjà à sa portée, mais il sous-estime Élisabeth. À 15 ans, elle est déjà plus sage que bien des vieillards. Lorsqu'il tente de l'entraîner dans une intrigue, lorsqu'il lui suggère de demander la permission d'épouser Seymour, elle rétorque sèchement « hors de question ». Elle comprend que l'amiral s'est enfermé dans son égoïsme, qu'il perd le contact avec la réalité. La fin survient brutalement. Seymour commet une erreur fatale, il pénètre de nuit dans les appartements du jeune roi et abat le chien qui veille sur le monarque. Le coup de feu résonne comme une sentence de mort. L'amiral est jeté à la Tour de Londres, les sbires du conseil se précipitent à Hatfield pour arrêter Élisabeth. Sa duègne, Kate Ashley, est arrêtée et Robert Tyrwhitt, un interrogateur dont la mission est de la briser à tout prix, est chargé de l'enquêter sur la princesse. Il lui fait parvenir de fausses lettres, la menace d'une grossesse et la harcèle. Mais Elisabetta tient bon. Glaciale, impénétrable d'un calme effrayant, elle lâche simplement lorsqu'on lui présente les confessions de ses amis, extorqués sous la torture. Je ne comprends pas comment on peut prêter serment et le trahir. Elle a gagné cette manche, mais à quel prix ? Le 19 mars 1549, la hache du bourreau mit fin à la vie de Thomas Seymour. Pour Élisabeth, ce fut une leçon gravée à jamais dans son cœur. Les sentiments sont une faiblesse, la réputation est votre seul rempart. Elle pleurait la nuit, mais le jour, elle devenait une statue de glace. À son retour à la cour, la foule resta bouche bée. Aucun ornement, aucune fioriture, une simple robe noire, un visage angélique, un regard impassible. Elle incarnait l'image de la Vierge protestante, dieuse parfaite, irréprochable, inaccessible. Pendant ce temps, l'Angleterre sombre dans le chaos, peste, rébellion, famine. Le jeune roi Édouard dépérit visiblement, son corps n'étant plus qu'un fantôme. Les seigneurs se disputent le pouvoir, transformant le pays en poudrière. Élisabeth s'enferme à Hatfield.
N'étant plus une princesse adolescente, elle est une femme au foyer, vérifiant les comptes, comptant les peaux de mouton, dirigeant ses affaires d'une main de fer. Personne ne se doute que derrière cette façade d'une recluse économe, une grande stratège est en train d'épanouir. Il ne reste plus que 2 pièces sur l'échiquier. Marie, une catholique fanatique vivant dans la peur et la haine, et Élisabeth, un symbole d'espoir pour ceux qui aspirent au changement. Alors qu'Édouard rend son dernier souffle, le duc de Northumberland tente d'escroquer Jane Grey, mais il commet une erreur impardonnable. Il sous-estime Marie. Elle entre triomphante dans Londres et la foule exulte. Mais Élisabeth le sait, ce n'est que le début. Elle attend, elle observe, et déjà entre ses mains se trouve le plan qui la transformera d'exilée en la plus grande reine ayant jamais régné sur ces îles. Le monde ignore encore que ce silence à Hatfield n'est que le calme avant qu'elle ne monte sur scène et ne reconquiert ce qui lui revient de droit, par le sang et par l'acier. Une flamme brillait dans ses yeux, une flamme que ses contemporains qualifiaient de sinistre, mais qu'elle-même appelait la providence divine. Marie était convaincue que Dieu l'avait préservée pour une grande mission, purifier l'Angleterre par le feu et par l'épée, ramener le pays au sein de l'Église catholique. Mais tandis que la reine ne voyait en Élisabeth qu'une hérétique, Élisabeth elle-même, cachée à Hatfield, se muait en une stratège hors pair, calculant ses coups avec une grande clairvoyance. Pour Marie, sa sœur était devenue une obsession. Les ambassadeurs des puissances étrangères gravitaient autour du trône comme des ombres, murmurant la même chose, le pire ennemi de la reine n'était ni en Espagne ni en France. Il était ici, en Angleterre. Roux, doté d'un magnétisme terrifiant, il savait comment subjuguer les foules d'un seul regard. Élisabeth était l'incarnation même du changement, et pour Marie, c'était insupportable. Le jeu décisif allait commencer, et le prix d'une erreur était sans appel, l'échafaud à Tower Hill. Élisabeth était dangereuse tout simplement parce qu'elle surpassait ses adversaires par son intelligence. Non seulement elle maîtrisait le grec et le latin, mais elle pouvait aussi réduire à néant les plus grands théologiens de son temps. Aux yeux de Marie, dont le règne était obsédé par le dogme, cela apparaissait comme une véritable malédiction. Rappelons-nous le couronnement. Tandis que les dames de la cour apparaissaient vêtues de rouge, selon la tradition, Élisabeth fit son apparition en argent. C'était un défi qui se passait de mots. Elle rayonnait, rappelant à tous qui était la véritable héritière du sang d'Henri VIII. Mais derrière cette splendeur se cachait une horreur glaciale. Un soir, un cri retentit dans les galeries résonnantes du palais. Trahison. Marie, aveuglée par sa foi, accéléra le pas. Élisabeth se figea, réalisant qu'en ce monde, le moindre bruit pouvait être fatal. Son cauchemar prit forme lorsque la rébellion de Wyatt éclata. La reine était impitoyable. Même lorsqu'Élisabeth gisait fiévreuse, le corps gonflé d'un terrible œdème, l'ordre fut donné, emmener la princesse à Londres à tout prix. Dans le froid de février, elle fut littéralement arrachée à son lit. Évanouie sous l'effet de la douleur, elle fut conduite à son destin. Alors, Élisabeth fit un geste audacieux qui allait entrer dans l'histoire. Elle ordonna que les rideaux de son cercueil soient étirés. Pâle, presque translucide, elle fixa la foule d'un regard défiant. Le silence se fit. Elle semblait un fantôme déjà enveloppé dans son linceul. Les portes de Westminster se refermèrent derrière elle dans un bruit sourd et définitif. Ni fanfare, ni salutation. Seulement 3 semaines d'un isolement insoutenable. Le lord chancelier Gardiner, le chien de garde de la reine, fouilla la terre de fond en comble cherchant le moindre indice. Mais Élisabeth joua le jeu à la perfection. Pas une signature, pas une lettre, pas un seul mot imprudent. Elle était pure comme un linge, et cela exaspéra ses bourreaux plus que tout. Le témoin principal, le rebelle Thomas Wyatt, garda le silence. Même sous la torture, alors que ses os craquaient et que la vie le quittait, il ne prononça pas le nom de la princesse. Ses derniers mots sur l'échafaud furent comme un coup de tonnerre. Elle n'y était pour rien. La foule assistant à l'exécution rugit. Pour elle, Élisabeth n'était plus seulement une princesse, elle était devenue une icône. Il se passait alors d'étranges événements à Londres. Des rumeurs commencèrent à circuler. Un ange aurait parlé dans une maison. Quand on criait « Dieu sauve la reine Marie », les murs restaient silencieux. Mais chaque fois que le nom d'Élisabeth était prononcé, une voix invisible répondait solennellement « Qu'il en soit ainsi ». C'était une véritable guerre psychologique qui poussa Marie au bord de la folie. La ville était en ébullition, des unités de cavalerie furent déployées dans les rues et la princesse attendait son sort dans ses appartements. Le verdict était tombé, le conseil avait décidé d'envoyer Élisabeth à la tour. À cette époque, ce mot était synonyme de condamnation à mort. Cette nuit d'insomnie, tandis que des gardes en robe blanche montèrent la garde aux portes, la princesse conçut une ultime manœuvre.
elle implora qu'on lui donne du papier et une plume. Élisabeth écrivit avec une lenteur insoutenable, attendant que la marée descende sur la Tamise pour que le navire qui la transportait ne puisse pas prendre la fuite. Dans sa lettre, elle toucha un point sensible, faisant appel à l'honneur et aux liens familiaux. Marie, lisant ces lignes, fut furieuse de la dernière ruse de sa sœur et l'ignora ostensiblement. Le matin était sombre. Sous une pluie battante, la barque transportant la princesse se dirigea vers le pont où les têtes des traîtres pourrissaient sur des pieux. Élisabeth comprit. Elle suivait les traces de sa mère, Anne Boleyn. Posant le pied sur les pierres mouillées de la porte des traîtres, elle s'enfonça, impuissante et protestataire, dans la boue des marches. Elle refusa d'aller plus loin, criant aux gardes « Dieu seul sait où vous m'emmenez !» Mais les lourds verrous de la tour avaient déjà commencé à grincer sinistrement. Le piège s'était refermé. Et pourtant, pour Marie, le cauchemar ne faisait que commencer. Élisabeth, derrière les barreaux, se révélait plus dangereuse qu'elle ne l'avait été à l'extérieur. Le conseil exigea qu'on se débarrasse d'elle, qu'elle soit envoyée aux Pays-Bas, mariée de force, ou même abandonnée à son sort au château de Pontefract, où le roi Richard II avait jadis été secrètement assassiné. Londres était en ébullition. Wyatt, exécuté, devint un martyr, et la foule trempa des mouchoirs dans son sang au pied même de l'échafaud. Marie devait éloigner sa sœur de la foule. Elle trouva un geôlier, Sir Henry Bedingfield. Ce soldat sévère, terrifié, tenta de refuser le rôle de geôlier de la princesse, mais la reine resta inflexible. Le 19 mai, Élisabeth fut emmenée hors de la forteresse. Le plan d'exil secret échoua alors. Le départ clandestin se transforma en procession triomphale. Dès que le bateau quitta la ville, les armuriers de l'arsenal firent retentir des salves en son honneur, assourdissant la ville. Dans chaque village, les paysans cessèrent leur travail, sonnèrent les cloches et couvrirent le cercueil de fleurs. Bedingfield fronça les sourcils en voyant le peuple idolâtrer sa prisonnière, mais il était impuissant. Les festivités s'achevèrent à Woodstock. Ce n'était pas un palais, mais un pavillon de chasse délabré au milieu d'un marais. Les murs s'effritaient, le vent sifflait par les fenêtres, et seulement 4 serrures de sécurité fermaient tout le bâtiment. Là, dans l'humidité et l'isolement, Élisabeth passa de longs mois. Son corps enflé par la maladie, ses doigts engourdis par le froid, elle ne trouvait de distraction que les livres et la broderie. Dans ces moments de désespoir, elle griffonnait un diamant sur la vitre. Beaucoup de soupçons, aucune preuve. Une guerre psychologique féroce s'engagea entre les sœurs. Marie exigea des aveux, qualifiant les lettres d'Élisabeth de mensonges blasphématoires. La princesse, suffocante de rage, hurla au geôlier « Même les pires voleurs ont le droit de se défendre », trempée jusqu'aux os. Elle arpenta le jardin pendant des heures sous une pluie glaciale, sachant que la moindre erreur la conduirait sur le même échafaud où sa mère avait péri. Élisabeth fut saignée, mais sans soulagement. Les médecins affirmaient que le froid et l'humidité de Woodstock la rongèrent de l'intérieur. Si la princesse souffrait de maladie, son geôlier, Bedingfield, était en proie au désespoir. La situation était désespérée. Les gardes n'avaient pas été payés depuis 3 mois, il n'y avait rien pour les nourrir et le commandant dépensait ses dernières économies en emprunt auprès d'usuriers londoniens. Il implora sa démission et Élisabeth le supplia d'être mutée. Elle le frappa là où ça faisait le plus mal, insistant sur le fait qu'elle ne demandait pas cela pour elle-même, mais pour les malheureux domestiques qui allaient y mourir de froid dans la neige. Marie céda, mais pas par pitié. La reine était aux anges. L'Angleterre était revenue au catholicisme et elle était certaine d'être enceinte. En avril 1555, Élisabeth arriva secrètement à Hampton Court. Le palais était un véritable fourmillement d'activité. Des centaines de dames de la noblesse, des montagnes de coffres, les cris des serviteurs et les chuchotements des sages-femmes, tous attendaient sur l'arrivée de l'héritier. On pensait que le prince naîtrait avant le 9 mai. Élisabeth était logée dans une chambre à l'écart, telle une sentinelle, elle était l'héritière légitime, mais en réalité une menace invisible soigneusement évitée par tous à la cour. Un homme, cependant, ne la quittait pas des yeux, Philippe d'Espagne, l'époux de la reine. Tandis que Marie, épuisée, passait des heures à prier dans sa chambre, Philippe recherchait la compagnie de sa belle-sœur rousse. À 21 ans, Élisabeth incarnait la vie. Elle maîtrisait les langues, avait la langue bien pendue et surtout ressemblait de façon troublante à son père, Henri VIII. Chacun de ses gestes exhalait cette grandeur même à laquelle le peuple aspirait tant. Pendant ce temps, les rues de Londres empestèrent le brûlé. Marie faisait brûler des protestants sur le bûcher, et ceux-ci murmuraient en réponse que la reine ne portait en son sein qu'un amas de chair tremblant.
Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque toutes les échéances furent dépassées. Mai passa, juin arriva, mais l'enfant n'était toujours pas là. Le ventre de Marie commença à s'affaisser. Ce n'était pas une grossesse, mais une cruelle illusion. La reine se retrouva seule, avec des berceaux vides, un époux qui s'en allait et une sœur détestée, qui sentait déjà le poids de la future couronne peser sur ses épaules. Alors que Marie agonisait à Greenwich, Londres retenait son souffle. Dans les rues, les rumeurs allaient de bon train. La reine était-elle vraiment vivante ? Lorsqu'elle passa sur une civière ouverte, la foule la dévisagea avec une curiosité glaciale. Mais dès que le bateau transportant la princesse Élisabeth apparut sur la Tamise, la ville explosa littéralement de joie. Le peuple voyait en cette jeune fille son salut, et Marie n'était plus qu'une ombre du passé, souillée de sang et imprégnée d'une odeur de brûlé. Élisabeth était incroyablement intelligente et prudente. Elle savait que chaque cri enthousiaste à son égard équivalait à une condamnation à mort de la part de sa sœur. Aussi, à Londres, elle se dissimulait-elle littéralement derrière sa suite, cherchant à ne pas provoquer la colère de la reine. Dans sa propriété de Hatfield, elle jouait avec brio le rôle d'une parente pauvre, se plaignant du manque d'argent, alors qu'en réalité, elle mettait en place un véritable gouvernement parallèle. Elle choisissait les personnes les plus brillantes et les plus dangereuses de l'époque. Parmi elles figurait même le mathématicien et occultiste John Dee, qui avait échappé de justesse au bûcher pour avoir tenté de calculer la date de la mort de la reine à partir des astres. Marie sentait son pouvoir lui échapper. Elle tenta de piéger sa sœur par le mariage, lui imposant le duc de Savoie, espérant ainsi la bannir du pays à jamais. Mais Élisabeth, esquivant habilement les coups, continua d'attendre. Elle savait que le temps jouait en sa faveur. Chaque prière que Marie prononçait, chaque feu allumé en l'honneur de la foi, ne faisait qu'accélérer la fin d'une ère vouée à céder la place à quelque chose de radicalement différent. Et dans ce silence d'Hatfield, sous le regard des espions et entourée de fidèles, naissait une reine dont le nom deviendrait indissociable de l'Angleterre elle-même. Elle n'était pas pressée. Elle savait que la couronne lui reviendrait dès que la dernière flamme s'éteindrait dans le foyer de sa sœur. Le pari était fait et il ne restait plus qu'à observer l'histoire se tourner inexorablement en faveur de celle qui avait su patienter. Le plan était d'une simplicité effrayante, marier Élisabeth, l'exiler et la priver à jamais de tout droit au trône. Mais la princesse se révéla bien plus dangereuse que ses ennemis ne l'avaient imaginé. Elle gagnait du temps avec une habileté remarquable, esquivant les attaques avec une grâce fantomatique. Tandis que Marie s'efforçait de consolider son pouvoir, Élisabeth, à Hatfield, lisait le grec ancien dans le texte, parlait couramment 6 langues et déjouait toutes les intrigues du conseil privé. Elle savait que le temps jouait en sa faveur. Chaque prière prononcée par Marie, chaque feu allumé en l'honneur de l'ancienne foi, ne faisait qu'accélérer la fin d'une ère qui allait céder la place à une ère radicalement différente. Au début de 1558, l'Angleterre était au bord du gouffre. Calais, dernier bastion anglais sur le continent, était tombé. Le trésor était vide et Marie avait de nouveau annoncé sa grossesse. Mais ce n'était qu'une cruelle illusion. Un cancer des ovaires rongeait lentement la reine. Tandis que Marie se tordait de douleur dans ses appartements, les courtisans se rendaient déjà secrètement à Hatfield. Ils se précipitaient pour être les premiers à s'agenouiller devant la jeune princesse dont l'heure était enfin venue. L'ère de Marie la sanglante touchait à sa fin, et le soleil d'une Angleterre nouvelle et glorieuse se levait déjà à l'horizon. L'Angleterre était figée dans l'attente, tandis que la reine Marie Tudor s'éteignait lentement à Londres, à une 50aine de kilomètres de là, au manoir de Hatfield, la vie battait déjà son plein. Des témoins murmuraient, il ne restait presque plus de catholiques pratiquants de moins de 35 ans à la cour. Dieu était peut-être du côté de Marie, mais l'avenir appartenait déjà à Élisabeth. Philippe d'Espagne, époux de la reine mourante, s'efforça frénétiquement de conserver son influence après sa mort. Il envoya son diplomate le plus habile, le comte Feria, auprès d'Élisabeth. L'Espagnol tenta de convaincre la princesse qu'elle devait son trône uniquement à Philippe. Mais Élisabeth, qui avait hérité de l'intelligence vive et de la vanité de son père, Henri VIII, se contenta de rétorquer doucement « Je dois ma couronne à mon peuple » et à lui seul. Cet été-là, une comète éblouissante traversa l'Europe, présageant la chute des puissants. Et la prophétie ne tarda pas à se réaliser. Le 17 novembre, Marie rendit l'âme. Apprenant la mort de sa sœur, Élisabeth tomba à genoux et murmura « C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux. » Londres exulta. Les cloches sonnèrent sans cesse et les rues se transformèrent en une immense fête à ciel ouvert.
On alluma des feux de joie et on porta des toasts à la nouvelle impératrice, croyant que la nuit sanglante était enfin terminée. Mais derrière les festivités clinquantes se cachait une véritable catastrophe. Le trésor était vide, les Français avaient repris Calais et sa cousine, Marie Stuart, revendiquait déjà le trône d'Angleterre. À ce moment critique, l'homme qui allait devenir son ombre pendant 40 ans se tenait derrière la reine, William Cecil. Agile, sévère et d'une efficacité redoutable, il savait tout sur tout le monde. Cecil l'avait compris. Élisabeth était entourée d'ennemis, du pape aux seigneurs écossais. Mais ce duo était-il prêt à défier toute l'Europe alors même que la cérémonie du couronnement était menacée par des complots secrets? William Cecil était l'instrument idéal pour la jeune reine. Les portraits de l'époque le représentent comme un homme d'État avisé au menton carré. Mais derrière cette façade se cachait un véritable Janus. En privé, un homme de famille doux et irréprochable lorsqu'il s'agissait d'affaires de la couronne, il se transformait en un joueur impitoyable. Élisabeth appréciait cette impitoyabilité. Elle n'avait besoin de personne pour gouverner à sa place. Elle semait habilement la discorde entre les seigneurs ambitieux, les empêchant de s'unir contre elle. Ces tactiques déconcertaient même Cécile. Ses accès de rage laissaient instantanément place à un calme glacial, et derrière un masque de féminité se cachait un calcul froid et calculateur. Tandis que les intrigues agitèrent le palais, Élisabeth rayonnait de bonheur dans les rues de Londres. Son courant. Tout s'attendait. Elle n'était la première. Mais là, une folle amoureuse ou une manipulatrice hors pair, calculant chacun de ses gestes, tandis que la cour se délectait des détails de sa liaison, Élisabeth menait une partie périlleuse sur l'échiquier européen. Elle trompa avec brio les monarques les plus puissants de l'époque. Elle ridiculisa ouvertement les ambassadeurs suédois arrivés chargés de perles et d'or, les traitant d'ours rustres. Elle nourrit les Habsbourg de faux espoirs pendant des mois, ne faisant que retarder l'inévitable coup du Vatican. Ce fut un coup de bluff politique magistral. La reine acheta secrètement de la poudre et des armures, renforça la marine et rétablit ses relations avec les banquiers, tout en se dissimulant derrière le masque d'une épouse capricieuse. Cependant, ce spectacle eut un prix terrible. La réputation de la reine fut anéantie. Dans les couloirs du palais, complots et empoisonnements circulaient déjà à voix basse. Robert Dudley était la cible d'assassins et Élisabeth elle-même était décrite dans des rapports secrets comme un diable en jupe, une femme guidée uniquement par une luxure vile. Elle avait tout misé sur la couronne, la paix en Angleterre et sa propre vie. Mais combien de temps cette folle danse au bord du gouffre pouvait-elle durer? Élisabeth était déjà ouvertement qualifiée de diablesse dans des rumeurs secrètes. Tandis qu'elle jouait les capricieuses fiancées devant les banquiers, sa réputation était en lambeaux. Des murmures circulaient à travers l'Europe. La reine d'Angleterre n'était guidée que par la luxure, et son favori, Robert Dudley, était la cible d'assassins. Mais ce n'était pas tant le péché en lui-même qui était effrayant, mais l'apparence qu'il donnait. Toutes les rumeurs convergeaient. La reine était si dissolue qu'elle sacrifiait ses chances d'un mariage convenable pour garder son amant. Robert Dudley, quant à lui, se comportait comme un futur roi. Il déclara avec audace que d'ici un an, sa situation serait radicalement différente. Mais un obstacle de taille se dressait encore sur le chemin de son accession au trône. Son épouse légitime, Amy. Elle vivait recluse, abandonnée et harcelée par les rumeurs qui circulaient à travers l'Europe. La cour attendait avec impatience. Comment les amants allaient-ils se débarrasser d'elle? Par le poison, un poignard ou un assassin? Le dénouement survint le 8 septembre 1560. Amy Dudley fut retrouvée morte au pied d'un escalier de pierre, la nuque brisée. Ce même jour, Élisabeth chassait avec enthousiasme, exigeant qu'on lui envoie les chevaux les plus rapides. Apprenant la mort de sa rivale, elle se contenta de déclarer d'un ton désinvolte à l'ambassadeur d'Espagne que l'épouse de Robert s'était brisé le cou. Et c'est tout, une telle froideur choqua même les diplomates les plus aguerris. Des rumeurs commencèrent à circuler, prétendant qu'Élisabeth avait secrètement donné naissance à l'enfant de Dudley et que ses droits au trône étaient nuls et non avenus, puisqu'elle n'était que la fille illégitime d'Anne Boleyn. Le conseiller Cécile était au bord de la panique. Il instaura une paranoïa totale au palais. La nourriture était contrôlée 3 fois, le linge inspecté avec la plus grande minutie et les gants parfumés étaient tenus hors de portée de la reine car ils pouvaient contenir du poison. Ceci l'obligea même Élisabeth à prendre des médicaments en continu pour éviter que la mort ne la surprenne. Mais tandis que la reine tentait de se disculper de toute complicité dans le meurtre, une nouvelle menace surgit du nord. Dans l'épais brouillard écossais, Marie Stuart, âgée de 19 ans, débarqua sur le rivage.
D'une beauté éblouissante mesurant près de 2 mètres, elle considérait la couronne d'Angleterre comme son héritage légitime. Le grand jeu ne faisait que commencer et dans cette danse au bord du précipice, une seule survivrait. Marie Stuart ne rentra pas seulement chez elle, elle ramena avec elle l'ombre des baïonnettes françaises. Ses proches, la puissante maison de Guise, gouvernèrent de facto la France et rêvèrent de s'emparer de Londres. L'Écosse était alors une poudrière. Les protestants, menés par le fanatique John Knox, s'étaient révoltés contre le pouvoir catholique. Élisabeth se trouvait prise au piège. Intervenir, c'était risquer une guerre ouverte avec la France. Garder le silence, c'était laisser ses ennemis resserrer l'étau autour d'elle. Son fidèle Cécile était furieux de l'indécision de la reine. Il prit une décision désespérée et menaça de démissionner. Soit nous frappons les premiers, soit j'irai travailler au fourneau ou au jardin. Élisabeth hésita. L'armée anglaise marcha vers le nord, et bien que la campagne militaire fût difficile, les manœuvres diplomatiques de Cécile menèrent à la victoire. Le traité d'Édimbourg écarta définitivement la menace d'une guerre sur 2 fronts. Mais Marie Stuart, furieuse, refusa de le ratifier. Elle n'avait aucune intention de renoncer à ses droits au trône d'Angleterre, même au péril de sa vie. Tandis que les 2 reines se livraient à cette partie d'échecs mortels, une nouvelle trahison se tramait en Angleterre. La cousine d'Élisabeth, Catherine Grey, se maria en secret et tomba enceinte. Ce fut un coup de poignard dans le dos auquel personne ne s'attendait. Élisabeth, dont le pouvoir ne reposait encore que sur un fil de légitimité, ne pouvait tolérer que quiconque remette en question la succession. Elle ordonna l'emprisonnement de Catherine à la Tour de Londres. La reine montra les dents, elle ne tolérerait aucune rivale, même parmi ses propres parents. Il n'y avait pas de place pour la pitié dans ce jeu, seulement un calcul froid et une volonté de faire. Élisabeth bâtit son empire sur les ruines d'anciennes alliances et quiconque tentait de se mettre en travers de son chemin se retrouvait inévitablement dans l'ombre de sa grandeur. Le pays changeait, se transformant d'un royaume déchiré par les conflits en une puissance redoutable prête à défier le monde entier. Mais le prix de cette transformation était exorbitant et la reine le payait chaque jour, faisant de sa vie un combat perpétuel pour la survie. Pour la reine sans enfant, ce n'était pas seulement une insulte personnelle, mais une véritable catastrophe politique. Une héritière potentielle complotée dans son dos, tandis qu'elle-même luttait pour conserver un trône fragile. Catherine fut immédiatement enfermée à la Tour de Londres, mais le véritable cauchemar d'Élisabeth survint en octobre 1562. La reine tomba malade de la variole. La cour se figea dans une attente mortelle, et ses conseillers, dissimulant à peine leur impatience, commencèrent à se partager le pouvoir, murmurant qui serait le prochain souverain. Tandis qu'Élisabeth délirait sous l'effet d'une fièvre intense, le visage couvert d'horribles taches, il semblait que la dynastie Tudor était condamnée. Mais Élisabeth échappa à la mort. À son réveil, elle stupéfia le conseil par sa décision. Si elle venait à mourir, son favori, Robert Dudley, deviendrait régent et, de facto, souverain. La reine jura solennellement qu'il ne s'était rien passé d'inconvenant entre eux, mais c'est à cet homme qu'elle avait légué son bien le plus précieux, son pouvoir. La dangereuse danse au bord du précipice se poursuivait et les enjeux venaient de monter en flèche. Élisabeth, tout juste revenue d'entre les morts, passe immédiatement à l'offensive. S'ensuit un jeu encore plus subtil et dangereux. La reine décide de donner l'homme qu'elle aime de tout son cœur à sa rivale jurée, Marie Stuart. Folie ou le calcul le plus froid de l'histoire des Tudors? En septembre 1564, James Melville, diplomate écossais, rusé et avisé, arrive à Londres. Sa mission est d'apaiser les tensions entre les 2 reines, mais Élisabeth entame aussitôt son propre jeu. Elle propose Dudley en mariage. La logique est implacable. Robert est profondément attaché à la couronne d'Angleterre. S'il devient roi d'Écosse, la menace d'une invasion du Nord disparaîtra à jamais. C'est le prix de sa tranquillité d'esprit. Mais sous ces intrigues politiques se cache une rivalité féminine féroce. Élisabeth bombarde littéralement Melville de questions. Elle veut tout savoir. Quelle reine est la plus belle? Qui a les cheveux les plus clairs? Qui joue le mieux du luth? Lorsque l'ambassadeur fait remarquer diplomatiquement que Marie est plus grande, Élisabeth rétorque triomphalement « Cela signifie qu'elle est trop grande et que je suis parfaite ». C'est une véritable compétition de vanité où s'affrontent non seulement la fierté féminine, mais aussi la suprématie politique. Le point culminant de ce spectacle se déroule au palais Saint-James. Pour rendre Dudley digne de la reine, Élisabeth l'élève au rang de comte. La salle est remplie de nobles, les trompettes retentissent et l'atmosphère est empreinte de solennité. Mais lorsque Robert s'agenouille devant elle, Élisabeth perd soudain son sang-froid.
Devant les ambassadeurs et toute la cour, elle se met à sourire et à chatouiller malicieusement le cou du comte nouvellement couronné. Cette faiblesse passagère la trahit complètement. Elle tente de convaincre le monde qu'elle est prête à donner son bien-aimé à un autre, mais ses doigts, effleurant sa peau, crient exactement le contraire. Élisabeth est littéralement obsédée par sa rivale. Lorsque l'ambassadeur écossais, Melville, la couvrit de compliments, la reine ne se contenta pas d'écouter. Elle se lança dans une danse, exigeant une réponse franche. Qui dansait le mieux, elle ou Marie ? Le pauvre diplomate dut se défiler, car la colère d'Élisabeth était plus redoutable que n'importe quelle tempête. Melville alla même plus loin et proposa une aventure digne d'un roman d'espionnage. Se déguiser en page et s'infiltrer incognito en Écosse. Élisabeth, enthousiasmée par le risque, reprit vite ses esprits. Tandis qu'elle rêvait d'évasion, son favori, Robert Dudley, était rongé par l'angoisse. Il comprenait que ses ennemis cherchaient à l'évincer de Londres en le mariant de force à la reine d'Écosse. « Je ne suis même pas digne de cirer ses chaussures », s'extasiait-il, pourvu qu'il reste sur le trône et ne perde pas les faveurs de sa maîtresse. Toute cette folie se déroulait dans le décor d'Hampton Court. De l'extérieur, le palais ressemblait à un château de conte de fées, symbole de la grandeur des Tudors. Mais une fois sur place, la première chose qui frappait n'était pas le parfum des roses, mais une puanteur suffocante. Ce monde doré était tout simplement dépourvu d'égout. Des milliers de personnes, des montagnes de déchets, des écuries et du foin pourri transformèrent le palais en un véritable cloaque nauséabond. Même dans les appartements royaux, l'odeur des toilettes portables était si forte que les visiteurs n'aspiraient qu'à s'enfuir au plus vite. Les courtisans flottaient littéralement dans cette puanteur, enveloppés de nuages de parfums précieux, se couvrant le nez de perles aromatiques. La vie à la cour était un exercice périlleux. Les hommes se teignaient la barbe de couleurs inimaginables, du rouge flamboyant au jaune éclatant, et dépensèrent des fortunes en bas de soie. En 1564, le secret de l'amidon parvint en Angleterre, et les cols devinrent si larges et si fragiles qu'ils étaient maintenus par des centaines d'aiguilles. Derrière cette façade brillante, derrière la batiste amidonnée et les visages poudrés, se cachèrent la peur et une lutte constante pour la survie. Chacun était ici un acteur sur un théâtre où le prix d'une erreur n'était pas seulement la honte, mais la perte de tout. La mode de l'époque transformait les courtisans en statues vivantes et fragiles. Un geste maladroit, un effleurement accidentel contre un mur, une averse soudaine, et un chef-d'œuvre coûteux se muait en un misérable chiffon trempé, flottant au vent comme un lange. Mais derrière cette mine faussement fière se dissimulait un déclin profond et dangereux. L'Angleterre était littéralement obsédée par le luxe. Les hommes transpiraient à grosses gouttes et frôlaient l'évanouissement chez le barbier, impatients de se faire coiffer de façon extravagante. Les courtisans se transformaient en pans arrogants, ils gesticulaient de manière provocante, se montraient impolis envers quiconque n'appartenait pas à leur cercle et employaient le langage ordurier avec un enthousiasme débordant. Et Élisabeth elle-même donnait le ton. La reine adorait le luxe, brillait comme un diamant ambulant et pourtant, elle pouvait proférer des injures si fortes au visage de ses conseillers les plus importants que leurs jambes flanchaient. Elle se mouchait bruyamment, serrait les poings et imposait une terreur glaciale à son entourage, donnant à chacun l'impression d'être un acteur sur un théâtre où la moindre erreur pouvait coûter la vie. Tandis que le palais débattait des styles de pourpoint, le nord du pays était déjà en proie à la violence. En novembre 1569, 300 cavaliers armés prirent d'assaut la cathédrale de Durham. Ils réduisirent l'autel protestant en miettes et mirent le feu à des bibles anglaises. Ce n'était pas une simple émeute, mais une véritable extase religieuse. Le peuple pleurait, se convertissant à sa foi d'antan, même s'il savait pertinemment que cela lui vaudrait des accusations de trahison. Élisabeth se trouvait face à un choix terrible. Attendre le coup fatal ou frapper la première. Son armée était composée de vétérans estropiés et de paysans inexpérimentés, dont l'arme la plus redoutable était souvent une simple fourche. Face à elle se dressèrent des fanatiques, retranchés dans le château, arborant des bannières représentant les 5 plaies du Christ, inspirées par Marie Stuart. Le pays était divisé. Tandis que la reine essayait une nouvelle paire de gants brodés de perles, ses sujets se cachaient dans les forêts et un pressentiment de bouleversement sanglant planait déjà dans l'air. La trahison est toujours teintée de peur. Lorsque l'armée d'Élisabeth Tudor marcha vers le nord, nul ne pouvait être certain de qui recevrait la première balle. Sir Ralph Sadler rapporta à la reine sans ambages, la loyauté des soldats était sujette à caution. « Ils sont avec nous physiquement », écrivit-il, «
Mais leurs âmes sont avec l'ennemi. Le commandant Sussex eut le cœur serré à la vue de son armée. Les cavaliers n'avaient ni éperon, ni armure, ni pique pour l'infanterie. La poudre à canon était rare, et l'armée rebelle, sous la bannière des 5 plaies du Christ, grossissait à vue d'œil. L'hiver 1569 transforma le nord de l'Angleterre en un véritable enfer de glace. La neige bloquait les routes, les rivières débordaient, les ponts disparaissaient, toute communication était impossible. Les rebelles contrôlaient chaque carrefour, interceptant messagers et détachements entiers. Le siège de Barnard Castle devint une véritable tragicomédie. Les gardes royaux, les uns après les autres, se jetèrent des remparts pour rejoindre l'ennemi. Des dizaines d'entre eux se brisèrent le cou et les jambes dans cette tentative insensée de trahir leur serment. Lorsque le nombre de déserteurs dépassa les 200, le commandant capitula. Il ne lui restait plus que son cheval de guerre et sa loyauté envers la reine qui, à cet instant, était au bord du gouffre. Élisabeth a 36 ans. Elle est épuisée par des douleurs d'estomac et une forte fièvre. Sa peau est translucide comme l'ivoire et ses pommettes sont si saillantes que son visage ressemble à un masque mortuaire. Les médecins murmurent qu'elle ne vivra pas longtemps. Mais malheur à celui qui prendrait sa faiblesse physique pour un manque de volonté. Dans des accès de rage, la reine frappe avec des mots comme des épées. Lorsque le Parlement tente de la mettre au pied du mur, exigeant le nom d'un héritier, elle se transforme en une lionne enragée. « Je suis votre souveraine par la volonté de Dieu », hurle-t-elle, « et même si l'on me chasse du pays tout habillé, je vous écraserai. » Son injure favorite est « Que Dieu vous bénisse au ciel », et sa principale menace est l'échafaud. Elle maintient la cour dans une stupeur glaciale, alternant clémence et promesses de décapitation. Ce n'est pas un simple caprice de tyran, mais le seul moyen de s'accrocher à un pays qui lui avait déjà planté un couteau dans le cœur. Les parlementaires rentrèrent chez eux, une fois de plus vaincus par cette femme faible. Élisabeth Tudor avait une fois de plus déjoué tous les plans. Son pouvoir ne reposait pas seulement sur la volonté divine, mais aussi sur un caractère d'acier qui faisait trembler les politiciens les plus aguerris. Mais derrière cette façade étincelante se cachait un véritable chaos d'intrigues et de cœurs brisés. En 1566, la reine annonça soudainement son intention d'épouser l'archiduc Charles d'Autriche. Des rumeurs venimeuses se répandirent à la cour, prétendant que le futur époux était bossu, mais ses espions personnels rapportèrent qu'il était d'une beauté diabolique et d'une allure majestueuse. Cependant, la plus grande passion d'Élisabeth et son plus grand souci demeurait Robert Dudley, comte de Leicester. Pour donner une leçon à son arrogant favori, la reine se lança dans une audacieuse idylle avec un courtisan discret. Cette querelle personnelle dégénéra en une véritable guerre de dentelle. Les partisans du comte arboraient du bleu, ses ennemis du jaune. La cour entière devint un champ de bataille où la couleur du ruban à la manche signifiait une déclaration de guerre. La situation se tendait de jour en jour. Élisabeth savait que chacun de ses gestes, chacune de ses paroles et même la couleur de ses vêtements étaient interprétés comme un signal politique. Elle utilisait sa vie privée avec une maîtrise exceptionnelle à des fins diplomatiques. Assaillie par des prétendants européens, elle les comblait de promesses, refusant de céder le pouvoir à quiconque. Elle était mariée à sa patrie et c'était le seul partenariat qu'elle reconnaissait. Quiconque tentait de s'approcher d'elle risquait la gloire ou la chute. Robert Dudley a vécu sur ce précipice pendant des décennies. Il savait que la reine pouvait le combler de faveurs un jour et assister à sa chute avec une froide indifférence le lendemain. Dans ce jeu de masques et d'intrigues, Élisabeth était une maîtresse incontestée. Elle avait appris à manier sa féminité comme une arme, transformant la cour en un échiquier où les pièces se déplaçaient au gré de ses envies. Elle savait que son autorité reposait sur son énigme. Nul ne devait connaître ses pensées, nul ne devait percevoir ses véritables sentiments. Même dans ses moments les plus sombres, lorsque la maladie la rongeait et que la trahison l'entourait de toutes parts, Élisabeth demeura inébranlable. Elle était l'incarnation même de l'Angleterre, formidable, contradictoire et totalement imprévisible. Et tandis que l'Europe s'interrogeait sur les prochains actes de la reine, elle préparait déjà un nouveau jeu, un jeu où la faiblesse n'avait pas sa place. Elle bâtit son empire sur les ruines d'anciennes alliances et quiconque tentait de se dresser sur son chemin se retrouvait inévitablement dans l'ombre de sa grandeur. Le pays se transformait, passant d'un royaume déchiré par les conflits à une puissance redoutable, prête à défier le monde entier. Mais le prix de cette transformation était exorbitant et la reine le payait chaque jour, faisant de sa vie une lutte perpétuelle pour la survie. Elle savait que l'histoire se souviendrait d'elle non comme d'une femme, mais comme d'une monarque qui avait réussi à conserver la couronne alors que le monde entier attendait sa chute.
Et ce fut là sa plus grande victoire. Les ennemis de Leicester décidèrent de l'éliminer définitivement en déterrant un vieux secret, la mort mystérieuse de sa femme Amy. Le comte était au pied du mur et pour survivre, il joua le tout pour le tout. En réponse, il frappa directement le cœur de la reine en entamant une liaison avec sa cousine, la sublime Lettice Knollys. La colère d'Élisabeth fut terrifiante. « Je n'ai que faire de mes rivaux, et encore moins de mes suzerains », tonna-t-elle dans tout le palais. Mais elle menait un combat qu'elle perdait à chaque seconde, un combat contre le temps. À l'approche de ses 40 ans, la reine sombra dans le désespoir. Elle fit venir un alchimiste, exigeant un élixir de jouvence, mais celui-ci se révéla être un charlatan et s'enfuit aussitôt à la Tour de Londres sous les rires étouffés de ses dames de compagnie. Elle découvrait alors une autre facette d'elle, leur déesse jurant comme une vieille soldate et lançant de lourds chandeliers sur ses serviteurs. Même torturée par une plaie ouverte à la jambe, elle exigeait qu'on lui dise « Tes yeux brillent comme le soleil ». Aux yeux de sa suite, elle se transformait parfois en épouvantail drapé de diamants, mais pour le monde entier, elle demeurait une grande souveraine. Élisabeth pouvait briser le doigt d'une dame de compagnie dans un accès de rage et 1 heure plus tard, se plonger avec passion dans la lecture des classiques antiques en version originale. Derrière une épaisse couche de vernis, elle dissimulait la profonde solitude d'une femme qui avait troqué son bonheur personnel contre le pouvoir absolu. Et ce pouvoir devint son seul véritable élixir. Tandis que les ambassadeurs vénitiens rapportaient à leur monarque, très sérieusement, l'Anglaise avait 13 enfants. Et les diplomates français la traitèrent même de cheval, mené par ses propres vassaux dans son dos. Mais derrière cette façade dorée se cachaient de sombres secrets. Son favori, Leinster, était réputé pour être un empoisonneur hors pair, prêt à éliminer quiconque se dresserait sur son chemin vers le trône. Quant au jeune comte d'Oxford, athlète, poète et virtuose, il aurait, selon la rumeur, complètement oublié sa propre épouse pour le privilège de partager la chambre de l'impératrice. L'archevêque de Canterbury écrivit, profondément consterné, « Si Élisabeth ne changeait pas de vie, son pouvoir serait anéanti. » Le pays était terrorisé par des prophéties sanglantes, les catholiques se retourneraient contre les protestants, un massacre s'ensuivrait et la reine elle-même serait exécutée et brûlée vive. Mais Élisabeth possédait un instinct de génie. Au cœur d'une crise, elle transforma sa réputation en un culte sacré. Elle devint un symbole vivant de l'Angleterre, un talisman national. Lorsqu'une comète funeste, annonciatrice de mort, traversa Londres, la reine ordonna calmement d'ouvrir une fenêtre et défia les cieux eux-mêmes. Chaque été, elle entreprenait de grands voyages à travers le pays. Voyez là, des routes poussiéreuses à perte de vue, des centaines de charrettes chargées de bagages, et enfin, dans un éclat éblouissant de diamants et de brocart, elle apparaît. Pour le simple paysan, c'était une manifestation divine. Dans les villes, on démonta les potences en son honneur et on frotta les trottoirs jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle pouvait rester des heures sous une pluie battante, à écouter les vers maladroits des écoliers, et par cette endurance inébranlable, elle s'attira à jamais la sympathie du peuple. Ainsi naquit la légende de la grande souveraine. Mais derrière ces paillettes se cachait une dure réalité. Quand Élisabeth arriva à Worcester, la ville était littéralement étouffée par la misère. 5000 tisserands avaient perdu leur emploi, les maisons tombaient en ruine et des familles mouraient de faim. Et que fit la reine ? Elle ne se cacha pas dans un carrosse doré. Elle séjourna dans une chambre austère de l'auberge de la Dame en blanc, tandis que sa suite dormait sur des matelas de paille. D'une simple phrase sur son amour pour son peuple, Élisabeth transforma la foule désabusée en fervents partisans. C'était un pur instinct politique. Un contraste saisissant l'attendait au château de Kenilworth. Là, la vie se transformait en un carnaval débridé. 3 semaines de festivités incessantes, 300 plats pour un seul dîner et des feux d'artifice à faire trembler la terre. La reine adorait l'adrénaline et ne craignait pas la cruauté. Elle pouvait passer des heures à regarder une meute de mastifs déchiqueter des ours attachés et s'amuser sincèrement en voyant les animaux secouer leurs museaux ensanglantés. Pour les gens de cette époque, c'était la norme, un trait caractéristique de son caractère inflexible. Pour les courtisans, ces voyages étaient un véritable enfer. Soie luxueuse et barbe poudrée se transformaient en un amas de boue en quelques heures sous une pluie battante. Les routes étaient de si impraticables que le cortège avançait à peine, et les cartographes cherchaient frénétiquement des itinéraires contournant les villages ravagés par la peste.
La reine était suivie de milliers de chevaux et de centaines de fonctionnaires que le peuple surnommait harpies car ils dépouillaient les fermiers de leurs dernières bêtes pour une bouchée de pain. Pourquoi tout cela était-il nécessaire ? Élisabeth avait compris que le pouvoir ne repose pas seulement sur la peur, mais aussi sur l'adoration. Elle risqua sa vie, s'exposant aux bandits, afin que chaque paysan puisse voir son visage. Elle transforma sa présence en une relique sacrée, faisant croire au peuple que même son contact pouvait guérir. Ainsi naquit la légende de la grande impératrice qui troqua son bonheur personnel contre le pouvoir absolu. Le prix de cette gloire était exorbitant. Tandis que ces dames d'honneur s'endormaient, littéralement d'épuisement sur leur selle, l'impératrice demeurait d'une énergie infatigable. Pour la noblesse anglaise, sa visite représentait à la fois le plus grand honneur et le chemin le plus court vers la servitude. Dans le seul but d'attirer son attention, les seigneurs firent de construire de somptueuses demeures capables d'éclipser les résidences royales. Christopher Hatton entretint un personnel nombreux dans un manoir vide pendant 10 ans, espérant seulement que Sa Majesté daignerait un jour franchir son seuil. Et Cécile, dans son domaine de Théobald, créa un chef-d'œuvre d'ingénierie. Un plafond imitant le ciel nocturne grâce à des mécanismes dissimulés qui animaient les étoiles et les constellations. Mais derrière cette splendeur se cachait un véritable chaos. La suite de la reine se comportait comme une nuée de sauterelles. Elle piétinait les rares parterres de fleurs, pillait les vergers et emportait souvent tout ce qui n'était pas cloué au sol, de l'argenterie aux chaises de grande valeur. C'était un impôt sur la proximité du pouvoir que les familles nobles payaient en or et en air. Et puis, au milieu de ce tumulte, Jean de Simiez fit son apparition. Élisabeth le surnomma aussitôt, non sans une pointe d'insolence, singe. Ce Français raffiné était passé maître dans l'art des jeux érotiques et des conversations courtoises. Sous son influence, la reine, alors âgée de 45 ans, se métamorphosa. Elle se précipitait dans sa chambre le matin, exigeant une conversation immédiate et flirtant comme si elle avait de nouveau 20 ans. La cour était horrifiée. La reine vierge avait-elle vraiment perdu la raison sous l'effet du poison amoureux de l'ambassadeur français ? En réalité, Simier ne faisait que préparer le terrain pour son maître, le duc d'Alençon. La situation frôlait l'absurde. Le monde entier attendait les noces de la majestueuse impératrice et du Grenouille, un jeune homme chétif au visage si marqué par la variole qu'il n'inspirait que pitié. Mais Élisabeth voyait cette union non comme une affaire de sentiments, mais comme une partie d'échecs. Tandis que son favori, Leicester, bouillonnait de rage contenue, elle menait sa propre partie, avec l'avenir de toute l'Angleterre en jeu. Il y eut plus d'une proposition de mariage. Le prince français demanda également à l'Angleterre la somme modeste de 300 000 ducats. Mais Élisabeth savait que cette offre était un indice flagrant. Laisser le duc d'Alençon gouverner les Pays-Bas donnerait à la France le tremplin idéal pour s'emparer du cœur même de la Grande-Bretagne. La reine se trouvait face à un choix radical, l'affronter sur le champ de bataille ou l'épouser. Tandis que les conseillers, lors de séances de 12 heures, débattaient à n'en plus finir de la question de savoir si le prince devait être officiellement appelé roi d'Angleterre et si un catholique pouvait célébrer la messe au palais, la colère grondait. Des lettres de menaces anonymes commencèrent à être découvertes dans la chambre d'Élisabeth. Puis un véritable scandale éclata. L'avocat John Stubbs publia une brochure intitulée « La mâchoire béante ». Il y traitait ouvertement le prince de débauché et Élisabeth d'agneau naïf menée à l'abattoir. La fureur de la reine fut terrible. Elle ordonna que tout le tirage soit brûlé et que l'auteur et l'éditeur soient pendus sur le champ. C'était un avertissement clair à tous les puritains. N'osez pas vous mêler des affaires du monarque. Mais le coup le plus dur porté à Élisabeth ne venait pas des fanatiques, mais de celui en qui elle avait le plus confiance. Son favori, le comte de Leicester, avait épousé en secret sa cousine, Lettice Knollys, dans son dos. Apprenant cette trahison, la reine était furieuse. Elle traita sa rivale de louve sanguinaire et fit emprisonner Leicester. Son monde semblait s'écrouler, son cœur brisé à jamais. C'est à ce moment précis, en août 1879, que ce même Alençon, surnommé la Grenouille, arriva secrètement à Londres. Tous s'attendaient à un désastre, mais l'incroyable se produisit. Une complicité soudaine naquit entre l'impératrice de 46 ans et le jeune duc, dont le visage était défiguré par la variole. Elle dansa pour lui, le cachant des regards des courtisans derrière des rideaux, et l'appelait affectueusement sa grenouille. Tandis que les puritains maudissaient cette union, Élisabeth essaya une bague en diamant d'une valeur de 10 000 couronnes. Mais s'agissait-il d'un véritable amour ou de la plus grande supercherie politique de l'histoire anglaise ?
Tandis qu'Élisabeth dissimulait sa grenouille, derrière des rideaux, une vague de colère sourde déferla sur l'Angleterre. À Londres, à cette époque, on les reconnaissait immédiatement, les puritains. Leur visage était impassible, et leur démarche irradiait une détermination effrayante. Ils méprisaient le luxe des pourpoints et l'éclat des bijoux, y voyant un défi à Dieu lui-même. Mais surtout, ils étaient exaspérés par l'oisiveté de la cour, les danses jusqu'à l'épuisement, les jeux d'argent et bien sûr, les propos de la reine elle-même. Élisabeth Tudor pouvait proférer des injures si grossières que même les pirates les plus aguerris en rougissaient, évoquant en vain les plaies du Christ et les saints. Pour les fanatiques, c'était insupportable. Le Parlement résonnait de discours incendiaires dénonçant les péchés de Sa Majesté, des péchés abominables. De tels propos auraient dû lui valoir un séjour direct à la Tour de Londres, mais les puritains étaient un étrange mélange de fanatisme et de dévotion. Ils vénéraient Élisabeth comme une Déborah protestante, mais étaient du prêts à la tuer pour l'empêcher d'épouser un catholique. L'épisode le plus horrible de cette lutte se déroula à Westminster Square. John Stubbs, qui avait osé publier un pamphlet contre l'Alliance française, monta sur l'échafaud. On lui trancha publiquement la main droite. La foule resta figée dans un silence de mort. Saignant abondamment, Stubbs arracha son chapeau de la main gauche et cria « Dieu sauve la reine !» avant de s'effondrer, inconscient. C'était plus qu'un simple acte de cruauté, c'était un signal. Le peuple était horrifié par le choix de sa souveraine. Les rues de Londres se transformèrent en torrents impraticables à cause des pluies incessantes et une comète traversa le ciel, signe certain d'un désastre imminent. Même Francis Walsingham, le légendaire maître de l'espionnage, jouait son propre jeu. Cet énigmatique personnage voyait le monde à travers le prisme de la fin du monde. Pour lui, une alliance avec un Français était un pacte avec le diable. Et tandis qu'Élisabeth oscillait entre caprice et dette nationale, les ténèbres s'amoncelaient à l'horizon. À Madrid, le roi Philippe II, plongé dans un deuil perpétuel, convoitait déjà la couronne portugaise. La richesse de deux mondes et la marine la plus puissante de la planète étaient concentrées entre ses mains. Pour toute l'Europe catholique, Élisabeth n'était rien de plus qu'une pécheresse anglaise, une Jézabel impie. Le pape exigeait sa tête et les galions espagnols attendaient déjà l'ordre. Un jeu allait commencer où l'enjeu n'était pas seulement l'amour de la reine, mais l'existence même de l'Angleterre. En 1580, Philippe II passa à l'offensive. Il attaqua sur tous les fronts. Il débarqua des troupes en Irlande et envoya des missionnaires fanatiques en Angleterre. Le pape alla plus loin encore. Le Vatican déclara officiellement que le meurtre d'un pêcheur anglais ne serait plus considéré comme un péché. C'était un appel direct à l'assassinat de la reine, bénie par le ciel. Tandis que l'Europe tremblait à la prémonition d'une grande guerre, Philippe II s'enfermait dans le lugubre Escorial. Aux yeux des protestants, c'était un monstre, un fanatique qui supervisait personnellement les bûchers ordonnés par l'Inquisition. Mais en réalité, c'était un vieillard émacié et myope qui trouvait du réconfort dans la prière et la collection de reliques. Il rêvait d'anéantir l'Angleterre pour son soutien aux rebelles hollandais et ses pillages maritimes effrontés. Mais Élisabeth avait un atout de taille qui rendit les Espagnols fous de rage. Francis Drake venait de rentrer de son tour du monde et ses cales regorgeaient d'argent espagnol pillé. Avec cet argent volé à Philippe, Élisabeth organisa une réception grandiose en l'honneur de l'ambassade de France. Elle dépensa l'or de l'ennemi pour s'assurer l'amitié de la France et ridiculiser l'Espagne. L'enjeu était son mariage avec le duc d'Alençon, que la reine surnommait affectueusement son petit crapaud. C'était un pari diplomatique risqué. Faire croire à un mariage précipité pour empêcher l'union de Paris et de Madrid. Londres était en émoi. Les tournois de chevalerie se transformaient en batailles allégoriques pour la forteresse de la beauté. Et des fortunes entières étaient englouties par la construction de palais provisoires. Le dénouement fut soudain. En novembre 1581, alors qu'elle flânait dans la galerie, Élisabeth, sous les yeux stupéfaits de ses conseillers, retira l'anneau de son doigt et le tendit à Alençon, scellant leur promesse d'un long baiser. La cour resta figée. La reine vierge avait-elle vraiment cédé, ou s'agissait-il de son coup de bluff politique le plus audacieux, destiné à gagner du temps ? Les favoris étaient rongés par la jalousie, tandis que Philippe, dans son palais de pierre, comprenait « le temps de la diplomatie était révolu ». L'ère de fer et de sang avait commencé. La bague au doigt d'Alençon n'était pas un symbole d'amour, mais un billet sans retour. Élisabeth le comprit vite. Son crapaud était devenu un maître chanteur effronté.
Il exigeait des sommes exorbitantes, la faisait chanter avec des lettres personnelles et piquait des crises de colère, prétendant qu'elle l'avait ridiculisé aux yeux de l'Europe. Le masque de l'admirateur passionné tomba, révélant le visage d'un aventurier qui cherchait refuge auprès des prostituées londoniennes, tandis que la reine lui donnait de la soupe à la main. En février 1582, il partit pour toujours. Dans ses appartements privés, Élisabeth, furieuse, giflait ses suivantes et maudissait ses favorites, mais en public, elle donnait le meilleur d'elle-même. « Je ne sacrifierai pas le bonheur du pays pour mon propre salut », déclara-t-elle solennellement. À 48 ans, la reine renonça définitivement à son rêve de fonder une famille, préférant le pouvoir à son bonheur personnel. Mais ce triomphe politique ouvrit la porte aux ténèbres. Tandis qu'Élisabeth pleurait sa jeunesse éphémère, l'odeur du sang emplissait les rues d'Angleterre. La clandestinité catholique connut une croissance fulgurante et les jésuites s'introduisirent secrètement dans le pays, célébrant la messe dans les forêts et les greniers abandonnés. Les autorités réagirent avec une brutalité sans bornes. Les prisons furent surpeuplées et des amendes exorbitantes furent instaurées pour l'absence aux offices protestants. L'apogée de cette chasse aux sorcières survint en décembre. 3 prêtres, menés par Edmund Campion, furent conduits à l'échafaud de Tyburn dans des charrettes crasseuses. Ils se rendirent à leur exécution avec des sourires si radieux que la foule frissonna d'horreur. Des catholiques se forcèrent le passage des gardes à cheval, tentant de recueillir avec leurs mouchoirs les gouttes de sang qui dégoulinaient de l'échafaud. Mais le plus horrible arriva au jeune Alexander Bryant. Le bourreau n'avait pas assez serré le nœud et lorsque le chariot dérapa sous ses pieds, la corde glissa sur son menton. Bryant était pleinement conscient lorsque, encore vivant, on commença à l'éventrer selon le rituel d'exécution. La foule se figea, l'homme, le ventre ouvert et les entrailles répandues, continuait de s'accrocher désespérément à la vie et de tenter de se relever. À cet instant, l'Angleterre comprit que le temps de la clémence était révolu. L'ère des fanatiques et de la terreur était arrivée. Les dépouilles de Campion et Bryant ne se contentèrent pas de pourrir sur les poteaux londoniens. Elles devinrent des symboles terrifiants. Au lieu d'apaiser la foule, l'exécution déclencha une vague de fanatisme dangereux. Quelqu'un parvint à couper un doigt d'un corps démembré sous le nez des gardes, transformant les restes en reliques sacrées. Des rumeurs se répandirent à travers l'Europe. La reine d'Angleterre buvait du sang aussi facilement que les bêtes sauvages boivent de l'eau. Le bourreau, Norton, surnommé Brizos, se vantait ouvertement d'étirer les condamnés sur le chevalet jusqu'à ce que leurs jambes soient de longueur inégale. Pendant ce temps, Élisabeth, souffrant atrocement de la hanche, était au bord de la crise de nerfs. Lorsque l'ambassadeur espagnol Mendoza fit irruption avec ses exigences, elle ne daigna même pas se lever. La conversation se déroula sur un ton d'ultimatum. « Peut-être m'entendrez-vous mieux quand les canons se mettront à parler » lança l'Espagnol, faisant allusion à la puissance de la flotte invincible de Philippe II. Élisabeth répondit froidement qu'elle l'enverrait dans un lieu où il ne prononcerait plus jamais un mot. Le sort en était jeté. En décembre 1985, 50 des plus beaux navires anglais levèrent l'ancre. Le comte de Leicester, un favori vieillissant au ventre proéminent dissimulé sous un uniforme serré, commandait l'expédition. Il partait en guerre contre l'antéchrist du Vatican, mais sa suite ressemblait à un cirque ambulant. Acteurs, choristes, cuisiniers personnels et des centaines de domestiques. Tandis que la Hollande l'accueillait comme un messie, le couvrant de fleurs, Leicester dilapidait le trésor militaire en banquets somptueux, cachant à la reine qu'il s'était déjà proclamé souverain. Pendant ce temps, à Londres, dans ses appartements clos, Élisabeth forgeait son mythe. Ses dames de compagnie passèrent des heures à lui appliquer des couches de badigeon blanc sur le visage, dissimulant les marques de la variole, et à tresser des perles dans ses extensions. 8 couches de vêtements, des corsets serrés et l'odeur âcre du vinaigre, destinés à masquer la puanteur de la maladie. Une déesse inébranlable se présentait au monde, mais derrière ce masque se cachait une femme lasse qui avait compris, l'ère de la clémence était révolue. Désormais, seule la force primait. Derrière cette façade de divinité se cachait un véritable chaos. La cour royale ressemblait à une gigantesque machine, où des centaines de personnes, des joailliers aux artisanes spécialisées qui passaient des années à coudre uniquement des perles d'ambre, créaient l'illusion de la grandeur. Mais Élisabeth, ayant franchi le cap de la cinquantaine, se sentait prisonnière d'une cage dorée. Son seul ami proche, le comte de Leicester, était loin et il ne lui restait que ses conseillers décrépits et l'audacieux aventurier Walter Raleigh.
Cette beauté aux cheveux d'ébène savait flatter avec une telle subtilité que la reine vieillissante se sentit à nouveau une femme désirable, et non plus seulement un symbole de pouvoir. Mais au-delà des murs, l'atmosphère s'échauffait. Londres était devenu un véritable nid de guêpes en ébullition. La jeunesse dorée, rêvant de gloire et de carnage, paradignait en ridicule pourpoint aux manches démesurées, prenant la guerre pour un joyeux tournoi. L'hystérie régnait à la cour. La volta, une danse endiablée aux sauts vertigineux qui provoquait littéralement des accidents chez les courtisans, était devenue à la mode. C'était un monde de corruption généralisée où les dames de compagnie troquaient des secrets d'État contre des robes usées et où les favoris pillaient le trésor. Le véritable coup de tonnerre retentit lorsque la nouvelle de la trahison de Leicester parvint des Pays-Bas. Il s'était proclamé souverain, et son épouse, la rivale de longue date de la reine, préparait déjà une suite fastueuse pour régner en tant que seconde Élisabeth. La fureur des Tudors fut impitoyable. La reine rugit, menaçant de faire tomber son favori. Mais les drames personnels paraissaient insignifiants face à la folie collective. Le peuple attendait la fin du monde. Les années 1580 devinrent une ère de peur. Des tremblements de terre détruisirent des églises, la chasse aux sorcières ravagea le pays, et chaque infirme était perçu comme un roi ressuscité. Les astrologues prédisaient que 1588 serait la dernière année de ce monde, tandis que les têtes des exécutés pourrissaient sur le pont de Londres et que les espions ratissaient les rues à la recherche d'empoisonneurs. L'Angleterre se figea dans l'attente de la catastrophe. L'ombre du meurtrier planait sur chaque seuil, et même les portes verrouillées du palais n'inspiraient plus aucun sentiment de sécurité. L'ombre d'un assassin à cette époque était plus qu'une simple métaphore. Elle planait sur chaque courtisan. L'un des conspirateurs, William Parry, se vanta publiquement d'assassiner la reine dans son carrosse. Le plan était simple. 2 tireurs d'élite lui tireraient une balle dans la tête de chaque côté simultanément. Selon une autre hypothèse, Parry, un homme de confiance, obtiendrait une audience privée et planterait un couteau dans le cœur d'Élisabeth. C'était une époque où chaque geste de la reine pouvait signifier le salut de la nation ou sa ruine totale. Elle marchait sur le fil du rasoir, entourée d'ennemis qui ne voyaient en elle qu'un obstacle à leur domination mondiale. Élisabeth savait que si elle vacillait, ne serait-ce qu'un instant, l'histoire d'Angleterre s'achèverait avec elle. Et elle continua de jouer son rôle, même si le sol brûlait sous ses pieds et que le reflet d'une lame espagnole planait à chaque coin de rue. Une grande bataille se profilait à l'horizon, et la reine était prête à l'affronter, dissimulant ses peurs derrière un masque de blancheur, de perles et d'un calme glacial. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que l'assassin s'était présenté au rendez-vous avec un poignard dissimulé dans sa manche. La reine était à 2 doigts de la mort, mais au tout dernier moment, les mains du bourreau se mirent à trembler. Il se tenait devant elle, prêt à lui plonger la lame dans la gorge, mais le froid du métal demeura caché dans les plis de sa robe. Tandis que le peuple priait avec ferveur pour le salut de sa monarque et que le Parlement votait à la hâte des lois autorisant de fait le lynchage de tout prétendant au trône, Mary Stuart demeurait au cœur de ce réseau mortel. Oubliez les belles images des films historiques. Au milieu des années 1980, les 2 reines étaient devenues de vieilles femmes émaciées. Sous une épaisse couche de céruse et de lourdes perruques se cachaient des cheveux gris, un souffle court et une peur lancinante et permanente. Marie envoyait à Élisabeth des bonnets brodés à la main, lui jurant un amour fraternel, tout en signant secrètement des documents approuvant l'élimination de sa rivale. Le piège se referma en 1586. Élisabeth se débattait dans une agonie terrible. Exécuter l'élu de Dieu reviendrait à détruire l'ordre du monde et à attirer la malédiction sur elle. Elle était constamment hantée par le fantôme de sa propre mère, Anne Boleyn, jadis décapitée de la même manière sur ordre de son père. Mais lorsque la rumeur se répandit dans tout le pays que les Espagnols avaient déjà débarqué et que Londres était en flammes, elle n'eut d'autre choix. « C'est un serpent, prêt à déverser son venin à tout instant », déclara Élisabeth en signant l'arrêt de mort. Et alors, la prophétie de la fin du monde commença à se réaliser. Au printemps 1588, l'invincible Armada appareilla de Lisbonne. D'énormes forteresses flottantes, regorgeant de mousquets et de soldats fanatiques, se préparaient à rayer l'Angleterre de la carte. Le duc de Médina Sidonia contemplait avec horreur les provisions pourries et les tonneaux percés, conséquence du raid audacieux du corsaire Francis Drake.
Mais la machine de guerre était déjà enclenchée et rien ne pouvait l'arrêter. Des feux de signalisation furent allumés sur les côtes anglaises et de lourdes chaînes furent tendues à travers l'estuaire de la Tamise. La grande bataille qui allait décider du sort du monde entier avait commencé. Tandis que les charpentiers anglais s'activaient, jour et nuit, à colmater les dernières fissures des coques, leurs navires dansèrent déjà sur les flots comme des courtisans à un bal. Des milliers de soldats affluaient vers Tilbury. Les paysans grommelaient contre les impôts, mais un étrange soulagement planait. La peur paralysante et tenace de l'Espagne avait cédé la place à une soif de bataille. Enfin, la grande incertitude allait prendre fin. Pendant ce temps, l'invincible Armada était mise en pièces par une violente tempête au large du cap Finistère. Dès le début, tout avait mal tourné. L'eau croupie, les vers dans les tonneaux de vivres et une épidémie de dysenterie avaient transformé les forteresses flottantes en morgues flottantes. L'amiral Medina Sidonia, contemplant avec désespoir ses galions dévastés, supplia le roi d'arrêter. Mais Philippe II était inflexible. Il était fermement convaincu que, puisque les navires portaient des noms de saints et que 200 moines priaient sur leurs ponts, Dieu lui-même les guiderait. Mais au lieu de cette protection divine, les Espagnols furent accueillis par un ouragan glacial en ce mois de juin. Le 19 juillet, l'horizon était obscurci par des centaines de mâts. Une patrouille anglaise repéra l'ennemi et des feux de signalisation s'allumèrent le long de toute la côte. En quelques heures, le signal enflammé atteignit l'Écosse. La guerre avait frappé chaque foyer. À ce moment critique, la reine Élisabeth fit son apparition. Oubliez la dame efféminée en soi. Elle arriva au camp militaire sur un puissant destrier, revêtu d'une cuirasse d'acier étincelante et brandissant une masse d'argent. Sa voix résonna au-dessus des rangs, transperçant les soldats jusqu'à la moelle. « Je sais que j'ai l'air d'une femme faible, mais j'ai le cœur et l'esprit d'un roi d'Angleterre. » Ce fut l'instant où l'histoire bascula dans le passé. La bataille de la Manche se transforma en un véritable enfer. Les agiles mastifs anglais s'attaquèrent aux flancs des lourds mastodontes espagnols. L'Armada prit la fuite vers le nord, contournant l'Écosse, où l'attendait l'ultime tragédie. Des marins assoiffés burent leur propre urine et jetèrent leurs chevaux par-dessus bord pour économiser la moindre goutte d'eau. L'océan s'échoua sur les rivages irlandais, ne laissant derrière lui que des débris et des milliers de cadavres. Un grand empire, rêvant de conquête du monde, sombra dans son propre sang contre les falaises glacées du nord. Des milliers de cadavres en décomposition sur les côtes irlandaises marquèrent la fin de cette grande expédition. Mais si vous pensez que la défaite de l'Armada apporta à l'Angleterre la paix tant espérée, vous vous trompez lourdement. Nous étions en 1597. 9 ans après son triomphe, le pays attendait fébrilement une nouvelle invasion. L'Espagne non seulement s'était remise, mais elle s'était renforcée. Et les rebelles irlandais, soutenus par Madrid, incendièrent déjà des villages anglais. À cet instant, l'envoyé français, André de Metz, arrive à Whitehall. Il est sur le point de rencontrer la femme devenue une légende vivante. Élisabeth Tudor a 64 ans. Presque tous ceux qui ont entrepris ce voyage avec elle, ses fidèles compagnons, ses ennemis jurés, et même le seul homme qu'elle ait aimé, sont déjà morts. Seul le vieux Cécile demeure désormais promené dans le palais en fauteuil roulant. Ce que vit de Metz aurait choqué n'importe quel diplomate. La salle de réception resplendissait d'or, de tapisseries et de bibelots exotiques, mais la plus grande curiosité était la reine elle-même. Un spectacle étrange, presque grotesque, s'offrit aux yeux du Français, une haute perruque rousse ornée de bijoux et une robe de soie transparente au décolleté provocateur. Lorsqu'elle parla, il devint difficile de la comprendre. La reine n'avait presque plus de dents, et celles qui lui restaient étaient jaunies et tordues. Son visage était sillonné de profondes rides, mais sa démarche demeurait d'une légèreté inquiétante. Élisabeth se comportait comme une jeune fille aguicheuse. Elle tirait sans cesse sur son col, dévoilait constamment sa poitrine, sautillait et arpentait la pièce. Elle était un squelette vivant, débordant d'une énergie frénétique. Tandis que sa cour était embourbée dans les intrigues entre le génie bossu Robert Cecil et l'ambitieux et séduisant comte d'Essex, la reine poursuivait son jeu dangereux. Elle jouait avec le feu, déclarant à l'ambassadeur stupéfait qu'elle n'avait aucune intention de mourir. À cet instant, de Metz comprit le plus grand secret de Londres. Devant lui se tenait non pas une vieille femme décrépite, mais un grand prédateur qui tenait l'Europe entière à sa merci, faisant de sa solitude la lame la plus acérée de l'Empire. Ce squelette vivant poursuivait son jeu dansant au bord de la tombe. Lorsque les espions du pape murmuraient sa cruauté, la reine se contentait de lancer des regards furieux.
Elle jurait n'avoir jamais fait de mal à un seul catholique, à moins qu'il ne s'agisse de traître. En de tels moments, son père, Henri VIII, se réveillait en elle, la même impériosité, le même regard lourd et terrifiant. Elle ne désirait qu'une chose, que ceux de Rome scrutent son âme et vérifient personnellement sa pureté. Mais derrière les paillettes des brocarts et des perles se cachait une catastrophe, janvier du nouveau siècle. L'ambassadeur de France de Metz exige une réponse sans appel. Que pense Élisabeth de la guerre contre l'Espagne? La reine, hors d'elle, traite ses propres soldats de maraudeurs et de pillards qui auraient dû être pendus depuis longtemps. Ses paroles se muent en un sifflement haineux qui glace le sang du diplomate. Soudain, la rage cède la place à la mélancolie. Élisabeth attire l'ambassadeur à elle et lui murmure à l'oreille « Je suis vieille, le trésor est vide et mon peuple grogne ». Elle sait que son ennemi juré, Philippe d'Espagne, est déjà condamné. Il lui suffit de lui survivre. Juste quelques mois et le monde changera. En 1601, l'argent était épuisé. La reine, faisant fi de toute sentimentalité, mit en gage les objets de famille. Le sifflet en or de son père, ses imposants bracelets, même ses lunettes à monture d'or, tout fut fondu. La guerre avait ravagé l'Angleterre. Tandis que les courtisans se querellaient pour le monopole du savon et de l'amidon, Élisabeth sombrait dans une folie grandissante. Elle errait dans les appartements, une épée rouillée à la main, plantant la pointe des tapisseries dans une rage aveugle. Elle voyait la trahison partout, et ses craintes sont justifiées. Son favori, l'audacieux comte d'Essex, fomente la rébellion en plein cœur de Londres. Mais la ville ne le suit pas. Après son exécution, Élisabeth s'effondre. Morte, mais pas enterrée, telle est sa devise amère. Elle tente encore de garder la tête haute, mais le grand prédateur sent déjà la fin. La couronne est devenue un fardeau insupportable pour ce cou fragile et desséché. Même à 70 ans, Élisabeth Tudor refusait d'admettre sa maladie. Elle marchait vers sa fin avec la détermination d'un soldat blessé, tentant de défier la mort jusqu'au bout. Imaginez, la vieille reine pouvait danser des danses espagnoles pendant des heures dans des appartements vides, secouant frénétiquement la tête, juste pour se prouver que le temps n'avait aucune emprise sur elle. Elle épuisait ses jeunes courtisans par des promenades sous une pluie glaciale et des vents mordants, tandis que les médecins, terrifiés, prédisaient sa fin imminente. Mais Élisabeth se contentait de sourire. Elle avait déjà enterré 5 de ses médecins et n'avait aucune intention de renoncer. Cette façade de gaieté était sa principale arme politique. La reine savait que des espions de toute l'Europe guettaient le moindre de ses gestes. Le plus infime signe de faiblesse suffisait à déclencher une véritable tempête. Pour dissimuler son déclin, elle portait des masques, se blanchissait la peau et apparaissait en public dans un luxueux carrosse tiré par des chevaux roux assortis à sa perruque. Mais à huis clos, le prix à payer était terrible. 1 heure en selle signifiait 2 jours d'immobilité complète. L'hiver 1603 fut son dernier. Dans l'atmosphère humide de Richmond, la reine restait assise des heures durant, calée par des coussins, le regard perdu dans le vide. Elle ne se disputait plus avec ses ministres. Un silence pesant et lourd l'envahissait seulement, troublé par de faibles sanglots. Le 21 mars, lorsqu'elle consentit enfin à se coucher, Londres se tut. Le lit doré devint son dernier refuge. Tard dans la nuit, sous le bruit incessant de la pluie, la grande lionne d'Angleterre s'éteignit. Un étalon scellé l'attendait déjà à la porte. Le claquement sonore des sabots sur le pavé annonça au monde, l'ère Tudor était révolue.